Bonsoir et bienvenue à ce Facebook Live de la Fédération du personnel de soutien scolaire affilié à la CSQ. Juste avant de commencer, nous vous indiquons que vous pourrez nous écouter en rediffusion sur notre page Facebook et notre compte YouTube, ainsi qu'en audio sur la plupart des plateformes de balado-diffusion. Ce soir, nous allons vous parler des impacts du gel d'embauche. Nous avons reçu de nombreux témoignages avec le sondage auquel vous avez répondu au cours des dernières semaines. Le gouvernement a beaucoup joué avec les émotions du personnel scolaire, des élèves et des parents depuis septembre 2024. Cible d'optimisation, gel de recrutement, annulation de projets de construction et agrandissement d'écoles. Puis, il y a eu la seconde vague de coupures l'été dernier, celle qui a brisé le réseau de l'éducation. Pourtant, nous avions un premier ministre, rappelez-vous, qui promettait des investissements en éducation. On va l'écouter lorsqu'il est arrivé à l'Assemblée nationale en 2018. L'éducation, c'est l'avenir de la nation québécoise. C'est par l'éducation que le Québec a fait son rattrapage dans les années 60. C'est par l'éducation qu'on va relever d'abord les défis qui nous attendent dans les prochaines années. Au cours des dernières années, le système d'éducation a manqué d'amour. Des écoles ont été laissées à l'abandon. Des enfants avec des difficultés d'apprentissage ont été laissés à eux-mêmes. Et le Québec a pris un sérieux retard en matière de réussite scolaire. L'heure du redressement national en éducation a sonné. Une autre vidéo dans le fond, que M. Legault reprochait à M. Couillard toutes ses coupes en éducation. On ne peut pas couper en éducation. Moi, s'il y a une chose que je reproche à Philippe Couillard, c'est d'avoir coupé, même dans l'aide aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Je me souviens, là, au moins une dizaine de fois, de lui avoir posé des questions en chambre, de dire, pouvez-vous me garantir que vous ne couperez pas dans l'argent pour les services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage? Et là, il me parlait de l'atteindre l'équilibre budgétaire. On n'atteint pas l'équilibre budgétaire au détriment des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, l'éducation, pour moi même, les dépenses en éducation, ça ne devrait même pas être des dépenses, ça devrait être des investissements. Donc, pour moi, là, c'est une exception. Puis oui, je pense que c'est le meilleur investissement. À long terme, là, ça rapporte d'investir en éducation. Clairement, le premier ministre Legault a oublié ses engagements. Un gouvernement qui s'était engagé dès le départ en 2018 a préféré plutôt y aller, encore une fois, de coupe massive. Et ça, c'est complètement déplorable. Mais à la FP2S, on a réagi à ces attaques. C'est pourquoi la Fédération du personnel de soutien scolaire a fait beaucoup de pression pour faire reculer le gouvernement, notamment en initiant une pétition à l'Assemblée nationale à la fin du mois de juin, où tout près de 160 163 citoyens, personnels de l'éducation, ont signé, ont posé le geste. Nous avons aussi mis une plainte au protecteur du citoyen. Cela a eu un effet domino. La population, les parents, les acteurs du réseau d'éducation se sont mobilisés. Au théâtre, le 16 juillet, le ministre de l'Éducation, l'ex-ministre de l'Éducation, annonce un réinvestissement. La pression populaire l'a partiellement convaincu. Malgré cela, la bataille est loin d'être gagnée. Le réseau de l'éducation est mis à mal comme jamais. Mais dès que nous avons vu les chiffres, nous savions que c'était impossible que le service direct aux élèves ne soit affecté. Couper dans les allocations de base des organismes scolaires du jour au lendemain, sans aucun préavis, aucun sens. Limiter le nombre d'équivalents temps complet, communément appelés les ETC, inacceptable. Ce soir, comme invité, je reçois Dominique Latouche, qui est notre vice-président aux relations de travail et à la vie professionnelle à la FPSS-CSQ. Dominique, bonsoir, bienvenue au Facebook Live. Honnêtement, les dires du premier ministre, les dires de cet homme-là qui, un jour, avait de grandes ambitions pour l'éducation, mais là, comment tu perçois ça, toi? Écoute, Éric, dans les extraits, ce qu'on entendait clairement, c'est un message fort que l'éducation, c'était la priorité du gouvernement. Il accusait François Couillard d'avoir réduit les services aux élèves. Ce qu'il disait, en gros, là, c'est que l'éducation, ça doit être un investissement, pas une dépense, puis que jamais, au grand jamais, lui, il couperait dans les besoins des services aux élèves en difficulté.
Ce qu'on constate, c'est qu'il a complètement changé de discours, il a perdu ses repères. Maintenant, ce qu'il présente à ses centres de services scolaires et commissions scolaires, c'est des obligations de présenter des budgets équilibrés. C'est un grand manque de vision, surtout dans le contexte actuel. Le gouvernement, c'est pas compliqué, il cherche un ennemi commun. Son ennemi, c'est nous. Il nous attaque sur plusieurs fronts. Puis ça, c'est au détriment des services aux élèves, même les services à la population, parce qu'ils ne s'attaquent pas juste en éducation, ils s'attaquent en santé, les médecins, etc. Et puis, au final, là, ce qui est triste, c'est qui paye le prix? Bien, c'est la population, c'est les élèves. Effectivement, Dominique. Puis j'ai aimé ton petit lapsus, tu l'as appelé François Couillard. On aurait pu aussi l'appeler Philippe Legault, parce qu'il y avait le même modus operandi au cours de ces mandats-là, autant les libéraux que les caquistes. On a fait un sondage, puis on a eu des témoignages. Puis on trouvait important ce soir de présenter ces témoignages-là parce que quelques-uns, entre autres, et des gens qui ont une baisse de motivation, des gens qui subissent ces couples-là au quotidien. Et notre premier témoignage, ça reflète bien un peu comment la personne peut se sentir. Elle nous dit « Notre petite flamme intérieure s'éteint rapidement en raison de tout cela, de tous ces couples-là. Nous manquons de motivation, de patience et surtout de compréhension face à nos supérieurs. » Donc, quand on écoute ça, Dominique, les gens sont affectés intérieurement par rapport à tout ça. Et ça, la baisse de motivation, là, on l'entend chez notre monde. Les gens sont fatigués. C'est épouvantable ce qui se passe, là, dans le fond. Les gens, ce qu'on entend sur le terrain, c'est qu'ils sont en mode survie. Tu sais, c'est pas compliqué, Éric. Dans le fond, là, on a tous des besoins de base. La pyramide de Maslow, on identifie 5. Puis le besoin d'appartenance, le besoin d'un sentiment de contribuer à la cause, ça arrive au 3e niveau. C'est d'une importance capitale. Ouais. Présentement, les gens ne sont pas capables de rendre un service de qualité. Ils se sentent un peu comme des numéros parce qu'on ne leur donne pas les moyens de donner le service. Puis, quand tu es démotivé, quand tu perds le goût du travail, ça a d'autres conséquences. Tu sais, un peu plus tard, on va montrer des exemples factuels, on a des statistiques, mais c'est pas pour rien que les gens sont démotivés. Ils ne se sentent pas écoutés dans le réseau, ils ne se sentent pas écoutés par le représentant ultime, la ministre de l'Éducation et son gouvernement. Effectivement, puis, tu sais, cette motivation-là, cette surcharge de travail qui s'additionne à ça, on était en tournée là, un peu partout au Québec, puis les gens, très tôt dans l'année, étaient très fatigués, donc travaillent dans un contexte qui est difficile. On a un deuxième témoignage. Je suis seul TES, technicien en éducation spécialisée, au lieu de 3 dans une école primaire. Les élèves qui ont besoin de soutien et d'accompagnement n'en reçoivent plus. Les tâches effectuées par mes collègues, dans le fond, normalement 2 fois 35 heures, doivent maintenant être réalisées par moi seul. Augmentation des gestes de violence, moins de ressources. De plus, je dois remplacer parfois la secrétaire, le concierge, quand ils sont absents, en plus de mes tâches. Tu sais, c'est épouvantable d'être dans une zone où, dans le fond, tu as été engagé pour travailler dans un rôle, dans une situation très précise, mais tu te dois de revenir à travailler sur des tâches qui sont, j'appelle même ça des toutes autres tâches connexes, c'est complètement d'autres tâches, et ça, ben c'est un peu inacceptable. Puis, dans le fond, Dominique, à la dernière négociation, puis je sais que tu vas nous jaser de ça, à la dernière négociation, bon, les coupures, principalement le gel de recrutement sur les sites d'équivalent temps complet, mais surtout sur leurs effets. Parce qu'il faut comprendre que lors de notre dernier dépôt de convention collective, on a proposé des choses. On a eu des gains, mais on a proposé des choses. Ce gouvernement-là n'avait pas ou peu d'écoute aux tables de négociation. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ce contexte-là, Dominique. Oui. Je vais revenir quand même sur certains éléments, Éric, là, très factuels, des gains qu'on a obtenus. On a intégré les gens qui étaient historiquement appelés du chapitre 10, donc des surveillants d'élèves notamment. On leur a donné le droit à l'entièreté de la convention collective. Donc, on les a intégrés avec les avantages entiers de la convention collective.
On a amélioré le processus de sécurité d'emploi, on a amélioré l'accès à la permanence, notamment. On est venu aussi faire des conditions d'attraction pour que les bénéfices marginaux, le pourcentage qui compte pour les vacances, le pourcentage qui compte pour les congés de maladie ou autre, qui est versé en pourcentage, soit fixe à ton premier jour de travail. Donc, des conditions d'attraction et des conditions de rétention pour les gens qui étaient déjà là. On a aussi, puis ça, c'est un gros gain, peut paraître anodin, mais on a créé une obligation pour l'employeur de créer des postes comportant le plus grand nombre d'heures, donc de renforcer toute la mécanique de sécurité d'emploi et de forcer des horaires continus quand c'est possible. On a amélioré la prime des ouvriers certifiés, mais tout ça, ce qui est dommage, c'est qu'on l'a perdu. On l'a perdu en grande partie parce que le gouvernement, on a signé la convention collective le 9 juin. Au 30 octobre qui suivait, ils imposaient des gels de recrutement, les gels d'embauche. Donc, concrètement, là, on a eu 4 mois où l'entièreté de notre convention collective, elle a vécu. Il y a des choses qu'on n'a pas obtenues qui auraient peut-être fait une différence dans le contexte actuel. On voulait améliorer l'accès aux élèves aux services complémentaires. On voulait venir mettre un seuil minimal. Donc, identifier les besoins des élèves et qu'on ait un seuil minimal pour ne pas se retrouver avec des variantes d'année en année. Il y a beaucoup de fluctuations là-dedans. On voulait fixer un minimum de temps de planification, préparation, organisation dans la convention collective. Donc, que ce soit clair pour tout le monde en même l'horaire de travail. On voulait aussi prévoir que le retour au travail après la période de mise à pied d'été soit au moins une semaine avant le premier jour d'école pour que les gens aient le temps de planifier la rentrée. Puis, on voulait privilégier l'accès à la promotion à l'interne. C'est juste commencer une semaine avant. Il y a des endroits où, historiquement, il y avait des déjeuners d'accueil qui ont été coupés cette année parce qu'ils ont été obligés de faire tellement de concessions, de compressions budgétaires qu'ils ne savaient plus où couper. Donc, juste ça. Donc, imagine les faire rentrer une semaine avant. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à obtenir ça. C'est des solutions, pour moi, qui étaient concrètes pour améliorer les conditions de travail. Puis, tu sais, Dominique, on n'arrête pas de répéter régulièrement, puis avec nos affiliés, même nos affiliés le disent, nos membres, la force d'une équipe école. Donc, il faut se trouver des moments pour être capable de parler ensemble, discuter, échanger. C'est ce qu'on proposait. Malheureusement, on a encore une fois un gouvernement. Puis anecdotique, une petite anecdote, je me souviendrai toujours de la première rencontre où Dominique, avec l'équipe Négo, est parti, une première rencontre avec le gouvernement. Il revient en disant, ils veulent enlever les affaires personnelles aux gens. Ils veulent que les gens donnent une raison pour les congés pour affaires personnelles. Vous comprendrez que dans cette situation-là, on venait s'attaquer clairement à un besoin personnel, ça s'appelle affaires personnelles, et ça nous donnait un peu la façon dont ils voyaient ça, la négociation. Donc, oui. Ils nous avaient donné, je vais dire, un nouveau souffle. Oui. On sentait vraiment qu'on s'en allait dans la bonne direction. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, dans ses prises de parole dans les médias, en février, là, au moment où on a signé l'entente de principe, il assumait, il disait « J'assume mon choix d'avoir réinvesti en éducation. Il était temps qu'on fasse le rattrapage. » Ça, c'était ses paroles. En mars, quelques semaines après, il nous accusait d'avoir plongé le Québec dans le rouge. Donc, il y a des liens à faire parce que dès la signature des conventions collectives, comme je le disais en juin, il est venu récupérer tout ce qu'il nous avait donné. Et ça, là, pour moi, c'est une négociation de mauvaise foi. Effectivement, puis tout ça, tu l'as dit tantôt, sur le dos des enfants, des parents qui s'attendent à avoir, qui ont des besoins, qui s'attendent à avoir des services. Puis, enfants, étudiants, jeunes adultes, c'est tous ces gens-là qui gravitent autour de ça. On a un troisième témoignage, dans le fond, qui nous dit, comme suit, « Je remplace une collègue en maladie depuis 6 mois. En plus de mon poste de secrétaire de gestion, ils ne la remplaceront pas. » Victime du gel d'embauche, bien entendu. Je quitte aussi en janvier pour un congé de maternité et je ne serai pas remplacé. Mes tâches et celles en maladie seront séparées sur mes collègues techniciens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que nous en avons tous par-dessus la tête et on continue d'en ajouter. On le voit clairement. Dans le fond, on prend la pile, on ne remplace pas et on le met sur le bureau de celle qui est encore là. Et on continue à en mettre davantage. Donc, vous comprendrez que, pour moi, Dominique,
cette situation-là, on l'entend fréquemment. Puis, c'est malheureux que ça se passe de cette façon-là. Je visitais une école au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je l'ai donné déjà en exemple. On allait voir, on discutait avec les secrétaires d'école, puis ils disaient les gens au centre administratif sont tellement débordés que quand on appelle pour avoir une réponse sur un dossier, avant, ça prenait 1 à 2 jours. On envoyait un courriel dans la journée, le lendemain, on recevait. Mais maintenant, étant donné qu'on transfère les piles et qu'on en met davantage, mais des fois, ça peut aller jusqu'à 5 à 7 jours. Et c'est pas la faute de ceux qui travaillent au centre administratif. Il n'y a plus personne. On est victime de ce gel d'embauche-là. Bien, comprendra un parent qui attend pour une réponse. Il revient à l'école après 4-5 jours. Il vient parler à la secrétaire et il dit, bien, coudonc, ça place nos secrétaires d'école dans une situation qui est intenable, insoutenable. Et malheureusement, ils sont des victimes collatéraux de tout ce gel d'embauche-là. C'est déplorable, Dominique, honnêtement. Là. Puis, Éric, je te ramène en arrière. Ouais. Dans les années 2000, quand on appelait dans un centre de service, des commissions scolaires à l'époque, tu appelais à l'école, que tu sois parent ou un salarié, une salariée, tu parlais avec quelqu'un. Mm-hmm. Premier signe là, qu'il y a eu des changements, c'est quand on a commencé à parler à un répondeur. Maintenant, parler à quelqu'un en direct, c'est très difficile. Deuxième chose, la fameuse marotte. Là. Faire plus avec moi. Ils l'ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Ça prend des gens pour travailler avec des humains. On ne travaille pas sur une chaîne de montage, on travaille avec des jeunes, des enfants, des étudiants. Donc, toutes les personnes qui ont besoin d'adultes qui les accompagnent dans leur cheminement. Effectivement, puis on le dit souvent, hein, tant aussi longtemps que l'éducation va être gérée par des règles budgétaires, des postes budgétaires, on n'avancera pas en éducation parce qu'on travaille pour des humains. Donc, je pense que ça, c'est effectivement très important. Il nous manque une éducatrice et une TES, donc les élèves se retrouvent dans mon bureau. Je me dois d'intervenir sans cesse, ce qui ralentit mon travail quotidien. Aussitôt qu'il manque une surveillante de dîner, je suis la seule à pouvoir remplacer. Et de plus, il nous manque une direction depuis le 29 août, ce qui entraîne une surcharge de travail. Je dois m'occuper des budgets, des demandes d'enseignants. Je dois faire des recherches. Chaque jour, je dois chercher des remplaçants comme TES ou suppléance. Je vous épargne toutes les autres tâches connexes que je dois effectuer. Liste et demandes pour les vaccins, l'école de la vue, le dépistage dentaire, etc. Photocopieur, transport, l'infirmerie, expliquer aux parents de classe d'accueil le fonctionnement de toutes sortes, en langue, etc. C'est épouvantable le nombre de tâches. Là, on a exactement une secrétaire d'école qui nous parle, qui nous dit son quotidien. Ils sont sur un haut niveau de stress quand même, Dominique. Là. Si tu veux savoir si ton organisation du travail est en santé, tu regardes d'abord les tâches qui sont bien définies. Quand tout le monde se met à faire un peu n'importe quoi, parce qu'on l'a dit tantôt, les gens sont en survie, tu dénatures le travail. Et ça crée d'autres problèmes, des problèmes à long terme. Mm-hmm. Il faut se recentrer, Éric. Ça va être important là, d'avoir ça en considération. Tu peux remplacer une collègue qui est absente 1 jour, 2 jours. Mais là, on parle de mois. On parle de plusieurs mois. On parle même de segments dans l'année. Donc, à un moment donné, bien, les gens ils vont être victimes d'un arrêt de travail, vont avoir une maladie et tout devient plus gros. Donc, ça va être vraiment important, si on veut garder le personnel en santé, là, de revoir l'organisation du travail. Il faut que ça cesse, ces situations-là. Ces exemples-là, on les entend un peu partout au Québec. Oui, c'est déplorable. Effectivement. Puis, tout ça, là, c'est normal que tout ce qui se passe là, ce que les gens subissent, parce que le gouvernement, il a, comme on dit, coupe. C'est pas ce que Sonia Lebel pense. Et nous avons l'extrait vidéo, parce que Mme Lebel, dernièrement, a fait une sortie en chambre. Et je me demande sincèrement dans quel monde qu'elle vit, Mme Lebel. Éducation qui demeure, comme je le disais ce matin, une priorité du gouvernement, une mission essentielle du gouvernement. Je veux juste prendre le temps de peut-être corriger une notion qui circule, qui est erronée. Sur les données des TES présentement, on a parlé d'une baisse de TES dans le milieu d'éducation depuis l'an passé,
Malheureusement, c'est inexact. Je pense qu'il faut corriger cet enjeu-là. Si on compare les données du 25 septembre 2024 au 29 septembre 2025, bien, les postes sont stables et il y a même moins de postes à pourvoir en matière de techniciens en éducation spécialisée cette année qu'il y en avait l'an passé. On a rencontré Mme Lebel en réseau scolaire. Il y avait nos collègues enseignants, il y avait nos collègues professionnels, il y avait Éric Gingras, président de notre centrale. On lui a expliqué l'état du réseau. Et je dois dire que, et entre autres, ce qu'on vivait avec les équivalents temps complet, la complexité sur le terrain. Comment est-ce que les centres de services scolaires devaient manœuvrer à travers tout ça, un principe qui était complètement dépassé en lien avec la réalité. Tu sais, ce qu'il faut se dire aussi, il faut faire attention avec les impressions. Il faut faire attention avec les impressions d'ouverture. Hein? On est en rencontre avec Mme Lebel. On a l'impression qu'il y a une ouverture, mais il faut juste se rappeler d'où vient Mme Lebel. Quand même fait les 2 dernières négociations à titre de ministre responsable du Conseil du Trésor, devenu maintenant ministre de l'Éducation. Il faut faire vraiment attention. Puis, elle a dit pendant la rencontre, dans les prochaines années, malheureusement, il va falloir qu'on trouve des solutions, mais des solutions à coût nul. Quand on est capable de trouver des solutions à coût nul, je me rappelle de elle, quand elle était au Conseil du Trésor, c'était la même phrase qu'elle répétait. Comment voulez-vous qu'on règle l'éducation à coût nul? Et le pire, c'est que Mme Lebel n'est jamais capable de nous donner sa recette. Parce qu'elle-même, probablement, n'est pas capable de parler d'éducation sans qu'on réinvestisse. C'est impossible. Ça prend des gens, ça prend du monde. Donc, dans le fond, on se rappelle-tu qu'on avait vécu ça aussi avec les libéraux? Donc, c'est une drôle de situation quand même, Dominique, par rapport à tout ça. Là, Ce que je dirais par rapport à ça, Éric, c'est que c'est encore une fois, puis je le répète, là, des situations à coût nul, c'est de faire plus avec moins. Les optimisations de services, ça a déjà été fait. Tu as reçu les directions, les responsables des directions d'établissement récemment qui t'ont exprimé que le cadre financier, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais qu'il soit à ce point serré, c'est du jamais vu. Moi, j'avais jamais vu une mobilisation, autant de gens du réseau d'éducation s'unir pour parler de cet enjeu-là. Je suis arrivé dans le réseau en 1998, un peu après toi, puis on parlait au patron, puis il y avait 2 discours. Là, on s'arrime sur le discours. On identifie des besoins qui sont similaires, mais on se le dit, là. Travailler en prévention, agir en amont, faire des rencontres d'équipe école, il y a un coût quand même à ça. La principale charge, c'est le coût, c'est la masse salariale en éducation. On va le voir tout à l'heure, il manque de monde. Donc, trouver d'autres solutions à coût nul, c'est pas possible. C'est pas possible. Puis Dominique, j'aimerais ça que on présente un espèce de tableau, là, dans le fond, septembre 2024, là, tu sais, là, toutes les coupes en éducation qu'il y a eu, là, ce que ça représente de juillet à décembre 2024, je te laisserai l'expliquer aux gens, là, dans le fond. Oui. De septembre 2024 à septembre 2025, c'est 2,9 milliards de dollars qui ont été potentiellement coupés. Pourquoi je dis potentiellement coupés? C'est parce qu'il y a des mesures, puis je vais les expliquer un petit peu, qui sont conditionnelles. Donc, il y a un réinvestissement qui est conditionnel. C'est 27 lettres qui ont été envoyées aux organismes scolaires qui disaient tantôt une chose, tantôt son contraire. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans un délai très court. Donc, les directions générales ne suivaient plus la cadence. Et je vous le rappelle, le gros s'est fait avant la période d'été. Juste avant que les gens soient mis à pied, juste avant les vacances. Donc, 1,6 milliard, c'est potentiellement la facture qui a été annoncée pour la prochaine année. Concrètement, c'est quoi ces mesures-là? Bien, c'est les allocations de base pour les organismes scolaires. Donc, on parle de 8 824 000. Les ajustements aux allocations de base, on parle de 1,2 milliard, 1,250 milliards. Donc, on a 1,250 milliards juste pour ces mesures-là. Je vais venir les expliquer un petit peu en détail après. Et si on additionne à ce qui avait déjà été fait avec le plan du Québécois des infrastructures,
les coupes, Le fameux PQI qu'on le appelle. PQI, les réinvestissements, de garder nos écoles dans un état de salubrité acceptable. Et ça, ben, tu l'as dit d'entrée de jeu, ça, c'est sans compter les constructions neuves qui ne se feront pas, les annexes qui n'ont pas été livrées. Petite anecdote, Éric. Oui. Moi, j'habite Sainte-Brigitte-de-Laval. À Beauport, ils ont construit une école. 1 an, 2 ans après, plus assez grand. Quand je dis qu'on manque de vision, là, Oui. et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Des annexes, là, sur le territoire du Québec, il y en a plein. Là, on est en train de renoncer à faire des investissements pour garder nos écoles dans un état de salubrité. Je ne peux pas croire que le gouvernement ne se projette pas dans 10 ans quel sera l'état des écoles. Donc, en résumé, là, dans le réseau, dans une période de 16 mois au gros maximum, 2,9 milliards de moins. C'est quand même là, astronomique. C'est plus que les libéraux. Tu as fait référence aux libéraux tantôt. Là. C'est plus que les libéraux. Mais concrètement, là, les mesures qui nous ont touché le plus, c'est les 3 mesures. Là. Je vais donner des numéros. Là. C'est la 16-032, la 16-034 et la 16-036. La 16-032, c'était la mesure là, qui vise l'atteinte de l'équilibre budgétaire. Donc, dans les directives, il n'y avait pas de marge de manœuvre. C'est tu dois reporter ces sommes-là. Oui. Ça, là, c'est quelque chose que les libéraux ont mis en place. C'est pas la première année qu'on vit avec ça. Oui, effectivement. Mais je te donne l'exemple suivant, Eric. Si je te dis, je te donne 100 pièces d'épicerie, je te donne une enveloppe, puis tu as 100 pièces pour faire ton épicerie, puis quand tu ouvres ton enveloppe, tu en as 80. Pourquoi tu vas me dire? Il m'en manque 20. Bien, c'est exactement Oui. ça, cette mesure C'est 16-032-là. exactement ça. C'est que je te dis, je vais t'envoyer, puis je donne des exemples. Là. Exemple, 10 millions. Mais de ton 10 millions, il y a déjà 2 millions qui est prévu pour la 16-032. Donc, ton budget, c'est pas 10 millions, c'est 8 millions. C'est 8 millions, effectivement. La 16-034, elle, c'est celle qui était pour limiter la croissance des heures rémunérées. C'est ça, exactement. Là, c'est là que le combat, là, les heures rémunérées, les ETC, qui dit quoi, là, on a eu de la misère à démêler tout ça. Mais concrètement, cette mesure-là, à elle, là, c'est 400 millions. 400 millions de dollars en moins. Elle venait de dire aux organismes scolaires, tu n'as pas le droit de rémunérer plus que tant d'heures. Après ça, c'est devenu des équivalents à temps complet. Un équivalent à temps complet, grosso modo, c'est tu prends, exemple, tu as un équivalent à temps complet, bien, ça représente 35 heures. Et là, tu le fais sur le calendrier scolaire, ça te donne le chiffre que tu dois respecter pour ton année. Après ça, bien, le gouvernement est venu modifier en disant bien, je vais suspendre là, l'application des critères de cette mesure-là. Donc, il est venu prendre la parole dans les médias, dire je vais laisser de la flexibilité aux organismes pour qu'ils puissent jouer à 30 % là-dedans. Mais concrètement, là, cette mesure-là, c'était rien de moins qu'une prévision budgétaire. Ça te permettait d'arriver au bout. Et là, je vais parler de la 16-036. La 16-036, elle, c'est le réinvestissement. Tu sais, quand on a lancé la pétition, les gens, ça s'est signé à une vitesse fulgurante. Le gouvernement n'a pas aimé ça. Il a pris les médias pour dire « j'ai réinvesti ». On a vu Bernard Dréville sur toutes les plateformes. Oui. Mais il a oublié de dire qu'à cette époque-là, il y avait 4 critères à respecter. Oui. Il ne donnait pas plus de marge de manœuvre. Donc, c'est 425 millions qui seraient possiblement réinvestis. Et je dis possiblement parce qu'on a rencontré nos syndicats. Ils ont des échos, ils jasent ces gens-là avec les directions générales, les directions des ressources humaines. Et ce qu'on entend présentement, c'est que les gens ne seront pas en mesure de respecter la commande du gouvernement. Tu parlais tantôt de manque de vision, Dominique. Tu sais, quand on dit à des gens, vous ne pourrez pas rémunérer plus que tant d'heures à un maximum. Donc, ça, c'est un manque de vision. Tu sais, quand tu as des besoins qui s'additionnent, qu'on a besoin davantage, qu'on a besoin de ressources davantage. Donc, on vient se limiter. On travaille pour qui? On travaille toujours pour les enfants. On travaille pour les besoins des enfants, des étudiants, des jeunes adultes. Et on dit, non, on t'en donnera pas plus. Comment, je vais le dire comme ça, là, comment tu fais pour bien dormir le soir quand tu prends ce genre de décision-là pour l'éducation? Moi, je pense que c'est comme ça. Puis, on a un exemple, là, dans le fond, avec le Centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île, là, par rapport à ce que tu expliques un petit peu. Je pense que ça vaudrait la peine que les gens puissent bien le saisir. Un exemple très concret, dans le fond. Là. Donc, visuellement, on voit en chiffres, et les chiffres, c'est des chiffres qu'on a obtenus par des demandes d'accès à l'information. Oui. Donc, des chiffres des centres de service scolaire. Exactement.
Ouais. Donc, on voit l'imputabilité de la 16-032, là, 11 690 000. Et à cela s'ajoute la 16-034, 17 39 000. Si tu es fin, tu respectes Oui, c'est important, ça. mes mesures budgétaires, Oui. je vais réinvestir, donc je vais venir réduire ce que tu vas me devoir. Donc, si tu es fin, ce n'est pas 17 490 000 que tu vas me redonner. C'est, puis là, je le dis entre guillemets, seulement 7 millions. Oui. Donc, tu comprendras qu'il n'y a aucune direction d'école, aucune direction générale qui a avantage à ne pas vouloir mettre en place les mesures pour tenter de le faire. C'est clair. Mais ces demandes-là, ils sont irréalistes dans la condition actuelle de l'état de notre situation. réseau. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on le voit très clairement par rapport à ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et dans le fond, notre prochain que je voulais aussi aborder, on a un autre témoignage qui est important. C'est « Je suis rendu avec 4 classes avec des élèves problématiques qui, généralement, du 1 à 1. Étant donné la violence de leurs gestes, je dois dépendre de mes collègues pour surveiller des élèves retirés de la classe, car je dois aller en chercher un 2e ou un 3e dans une autre classe. La violence est vraiment présente auprès des élèves. J'ai seulement le temps d'éteindre des feux. Ah, je suis plus capable d'entendre ça. On nous appelle les pompiers. Sans être capable de faire des observations qui m'aideraient à mettre en place, dans le fond, un aménagement adéquat pour mes élèves problématiques. Je cours partout et elle nous a écrit « J'en rêve la nuit ». J'ai envie de vous dire que c'est un vrai cauchemar. C'est épouvantable d'avoir amené le réseau dans une négativité totale quand les gens qui y travaillent avec cœur et passion et veulent que les choses se règlent. Et Dominique, ça nous est arrivé, hein, on a travaillé longtemps à l'école, de surveiller des fois 2 locales de classe, là, parce qu'on est dans le milieu du corridor, pour être sûr que, dans le fond, tout le monde est en sécurité, mais on sait très bien qu'on est à risque parce qu'on vit une situation qui est très, très, très corsée. Donc, un autre témoignage, manque de suivi dans nos dossiers de ressources humaines. Ça amène un délai incroyable lorsque nous avons besoin de leur support. C'est l'exemple que je donnais tantôt avec la secrétaire qui appelle. Donc, pour avoir différents besoins, le statut de l'employé, bon, etc., etc. Donc, ce que ça fait, ça cause énormément de problématiques et de délais. Et un autre témoignage, Dominique, dans le fond, à cause du gel d'embauche, les personnes qui partent à la retraite ne sont pas remplacées. Bon, on le dit tantôt, les postes ne sont pas comblés. Cela cause des partages de dossiers entre nous, les secrétaires. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, et en plus, ben, pour alléger nos tâches, les conseillers et conseillères pédagogiques, nos professionnels, nos collègues professionnels, doivent faire plus de choses par eux-mêmes sans l'aide des secrétaires. Donc, c'est un service qui, normalement, c'est un travail de collaboration qu'on avait, mais ils n'ont plus le temps de le faire. Puis je pense que le gouvernement n'a aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. C'est clair, hein? Dominique, c'est la réalité. Ils ne sont pas connectés à cette réalité-là. Et ça, c'est de valeur, mais c'est de gouvernement en gouvernement. À quand un gouvernement qui va écouter, hein? qui va Tu sais, moi, Éric, ça fait plusieurs années que je te connais. Ça fait plusieurs années que tu es président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Puis je pense qu'à chaque mandat, puis à chaque fois qu'il y a un nouvel élu, un nouveau ministre, tu l'invites toujours à faire une tournée d'école avec toi. Ouais. Est-ce qu'il y en a déjà un ou une qui t'a dit oui? Bien, si je remplissais présence-absence, Dominique, ça serait absent. Jamais, jamais. Puis moi, je disais toujours, mais venez pas faire un message. Venez avec moi. Venez voir le concierge. Venez voir la secrétaire d'école. Venez vous asseoir à sa place. Venez jouer le rôle. Venez faire le rôle de la personne. Venez travailler au service de garde, une intervention avec les TES. J'irais même jusqu'à l'asseoir dans un camion de nos ouvriers certifiés puis dire, pars avec lui, puis fais le tour. Et vois c'est quoi sa journée, son quotidien. Jamais c'est arrivé. Puis une autre chose que moi, j'ai vu, ils livrent toujours des nouvelles écoles, mais c'est comme s'ils n'ont jamais visité une école qui a de l'âge. Ouais. Donc ça, ils sont toujours réticents. Puis quand ils livrent l'école, les meubles sont neufs. Il n'y a pas de mobilier personnel. Les planchers sont bien évidemment neufs. Donc là, ça paraît bien. Ça, c'est le fun pour le gouvernement. Mais aller dans une école qui a besoin d'amour, où des fois, il y a peut-être de l'amiante, des trous dans les murs, on l'a vu, des cafards à certains endroits, là, des coquerelles.
C'est drôle, on ne les voit pas aller dans ces Ah oui, écoles-là. puis je te cite un exemple des écoles en Montérégie qui ont eu la même couleur de peinture sur les murs pendant 25 ans. T'sais, écoute, il faut quasiment être un spécialiste de la gestion là, pour être capable de ne pas repeinturer ton école. Ça n'a aucun sens. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, le gouvernement a dit vouloir corriger la situation, Dominique, dans sa lettre du 22 octobre 2025. Donc, j'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus là, par rapport à tout ça. C'est un peu ce que je te disais tantôt, Éric. Oui. Le gouvernement, il ne fait jamais de cadeaux. Hein? Il annonce des intentions, il fait des récupérations. Quand il a senti l'eau chaude, là, quand il a senti que tout le monde dans le réseau demandait la même chose, il voulait être en mesure d'embaucher des gens. Parce qu'il faut se souvenir, là, au départ de la mesure, là, on ne pouvait pas remplacer les gens qui étaient en maternité, les gens qui étaient en invalidité, les gens à la retraite. Donc, si par malheur, toi, là, il y a des beaux petits cadeaux, des beaux petits bébés qui s'en viennent pour populer le Québec, bien, tu étais doublement pénalisé parce que ta facture est comptée en double. Oui. Ils se sont rendus compte qu'à l'usage, ça n'avait pas de bon sens, mais c'est encore une mesure qu'il a fait sans consultation. Oui. Puis ça, c'est important. Effectivement. Donc, il a corrigé, comme j'expliquais tantôt, la mesure 16034 en disant « Je vais vous laisser une marge de manœuvre, vous allez pouvoir aller en chercher plus. » Mais toujours sans argent. Sans argent neuf ou le conditionnel ou le réinvestissement conditionnel. Tu as dit un mot important, consulter. Ça arrive pas souvent qu'ils nous consultent. On dirait que on doit réaliser, on doit faire notre travail, mais dans un contexte que ces gens-là décident. Quand ces gens-là sont tellement loin de ce qui se passe au quotidien. Donc, vous comprendrez que c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que c'est lourd. C'est lourd de conséquences. C'est lourd sur le travail, c'est lourd sur le service à rendre. Tantôt, on parlait de nos ouvriers, mais il y a plein de gens, nos techniciens en informatique, qui, au fil du temps, ont vu le parc informatique doubler, tripler, quadrupler. Et tout ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas plus de techniciens en informatique. Puis, les compagnies autour deviennent des concurrents directs. Et ça, c'est déplorable. Je te pose une question, Éric. Est-ce que tu as déjà entendu un entrepreneur dire « Moi, je vais me contenter du minimum. Donc, moi, je suis un bon joueur, là, un entrepreneur qui arriverait dans les centres de services puis dirait « Moi, je ne chargerai pas cher parce que je crois à la mission. Moi, je n'ai jamais vu ça. Non, moi non plus. Donc, d'embaucher des gens chez nous avec un sentiment d'appartenance, qui ont les compétences, qui connaissent les écoles pour les travaux manuels, c'est essentiel. Et je te dirais que ça, c'est des discussions qu'on avait. Il y a des centres de services qui y croyaient, qui se sont dit, moi, je vais réembaucher des gens en conciergerie, des ouvriers manuels, des plombiers, des électriciens. Donc, sans faire toute l'énumération, parce qu'à vouloir en nommer, t'en oublies, on commençait à revoir ces gens-là revenir dans le réseau. Et là, avec tout ce qui se passe, pas de marge de manœuvre financière. C'est clair que tu n'iras pas embaucher un ETC de plus. Tu ne peux pas, tu n'as pas la marge. Tu peux pas. Puis on a un exemple, Dominique, on a un tableau qui explique le nombre de TES en équivalent temps complet, dans le fond, là, au fil du temps. Là. Les gens doivent le voir à l'écran, là, j'imagine. Tu vois ici, Éric, là, en chiffres, une période là, de 2023 à 2025. Oui, on le voit. Je te disais tantôt qu'on avait signé la convention collective le 9 juin. Tu remarqueras ce qui se passe entre mai et septembre. Il y a une forte progression des postes. Oui, on le voit. Postes comportant le plus grand nombre d'heures, régulation de situation, l'avènement des aides à la classe. C'est des gains qu'on a faits. On arrive un petit peu plus tard et là, tu vois une chute drastique. Des TES en moins. Si on compare là, nos besoins, on en avait à peu près 19 000. On est à 17 000. Donc, au pic, on est à 19 000. Maintenant, on est à 17 000. Le vrai chiffre, là, c'est 2100 TES de moins, un peu moins de 6 mois. Un peu moins de 6 mois. Et si on retourne à l'année dernière, c'est même pas tous les besoins des élèves qui étaient répondus. Donc, quand on affirme, comme on le dit à Mme Lebel, qu'il manque des TES, selon les tableaux de bord, le tableau de bord du ministre, c'est les chiffres du ministre. Donc, le tableau de bord du ministre, il en manque 2100. Et même ça, ils ne sont pas capables de l'avouer. Non, même ça. Ils continuent à le répéter, là. Ils continuent à le dire. Puis on a un autre tableau, Dominique, dans le fond, qui nous parle du nombre d'élèves formation générale jeune. Là, dans le fond, la progression, l'augmentation, on le voit clairement. Là.
Présentement, au Québec, Éric, il y a grosso modo, là, tout secteur confondu privé, là, 1,5 million d'étudiants dans la formation générale jeune. Il y en a 1 million 30 000 environ là, dans le secteur public, donc dans les écoles qu'on représente. Tu vois une progression. C'est normal qu'il y ait plus de monde pour travailler avec ces gens-là, ces étudiants-là, ces élèves-là. Mais il y a une autre statistique qui est importante, c'est la suivante. Celle où on vient démontrer le nombre d'élèves handicapés, donc des élèves HDA. Tu vois encore une forte progression. On en a plus que 30 000 dans le réseau. Ça, c'est souvent des élèves qui ont des besoins identifiés, qui ont des plans d'intervention, qui ont besoin de ressources. Et présentement, je reviens à la vidéo que vous n'avez pas vue où M. Legault disait « Moi, je ne toucherai jamais au service direct à l'élève. On ne peut pas faire ça. » Bien, on le voit, là. Il est en train de laisser tomber plusieurs milliers d'élèves dans le réseau, plusieurs parents. Donc ça, c'est déplorable. Puis, ce que tu dis, Dominique, qui est déplorable aussi, c'est que ce gouvernement-là ne peut pas contester les chiffres qu'on lui met là parce que c'est ses propres chiffres. Mais quand tu arrives dans l'espace public, puis je dis toujours de faire attention à la population. Faites attention de ne pas vous faire berner par les chiffres. Soyez assurés, si vous connaissez quelqu'un qui travaille en éducation, un personnel de soutien, un enseignant, un psychologue, ces gens-là sont bien au fait de la réalité. Fait qu'avant, parfois, d'émettre une opinion ou de juger, soyez donc assurés d'une chose, qu'on connaisse bien la réalité. Puis je pense qu'à la Fédération du personnel de soutien scolaire, en travaillant sur des demandes d'accès à l'information, malheureusement, ils ne peuvent pas contester nos chiffres. Et c'est ce qui est l'avantage. Nous, on travaille en transparence. On ne travaille pas de cacher la vérité. C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est comme ça que la Fédération du personnel de soutien scolaire. Donc, on a un autre témoignage, Dominique, pour justement y aller de concierge, vider la poubelle, recyclage, passer le balai dans le bureau, ouverture des portes le matin, parce que le concierge était absent cette journée-là. Donc, placement de la cafétéria, les tables pour l'heure du dîner, gestion des parents insatisfaits. Souvent, je dois interpeller des parents où on a une problématique de se faire payer certaines factures scolaires. Donc, on travaille dans une zone où la tension est plus difficile. Donc, donc beaucoup de tâches, toute autre tâche connexe. Et donc, ça nous met clairement en porte-à-faux par rapport à tout ça. Donc, un autre témoignage, la propreté des lieux, la gestion informatique et la surcharge sur les secrétaires, elles font leur possible, mais les parents font des rappels, des demandes, et trop souvent, la frustration augmente. On le disait tout à l'heure. Le climat devient plus tendu, les enfants réagissent et les conflits augmentent. Tu sais, Dominique, là, normalement, une école, là, c'est un endroit sain, sécuritaire, propice à l'apprentissage. Il y a énormément de tensions avant tout ça que les gens subissent et les parents s'attendent à avoir des services. On discute beaucoup avec les associations de parents et ils comprennent clairement notre réalité. Et ça, bien, une chance qu'on a des bons partenaires par rapport à tout ça. Et dans le fond, Dominique, l'aspect de la violence, Dominique, qui est omniprésent dans nos écoles. On en a beaucoup, de témoignages. Donc, mais tu vois ça un peu. Tu sais, Éric, la violence, elle s'explique parce que les intervenants, présentement, n'ont pas les moyens de faire des interventions de qualité. Tu l'as dit tantôt, on n'aime pas ça le dire, mais les intervenants, ils travaillent en urgence, donc on dit interviennent comme pompiers. Mais ce qui est déplorable, là, c'est qu'on représente, on fait partie de plusieurs comités de travail, comités en adaptation scolaire, des comités de vie professionnelle, et on livre les messages au gouvernement, donc aux différents interlocuteurs. On a une bonne écoute quand on apporte ces solutions-là. Tous les documents du ministère, qu'on parle de la politique de l'adaptation scolaire là, qui a été adoptée, je le rappelle, par François Legault en 1999, alors qu'il était ministre de l'Éducation, ils viennent nous dire que travailler en amont, travailler avec l'équipe école, construire une communauté autour de l'élève, là, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui apporte le plus de gains positifs.
quand on vient pour opérationnaliser ces solutions-là, que tout le monde dit oui, il faut le faire, on n'a pas les ressources nécessaires pour le faire. Effectivement. Puis on a un témoignage d'un membre anglophone qui nous a écrit une courte phrase qui dit « Now, I just feel like a punching bag ». Donc, c'est mon quotidien et c'est déplorable par rapport à tout ça. Dominique, en terminant, qu'est-ce qu'on souhaite en éducation? Je souhaite une ministre de l'Éducation qui va avoir le courage politique de rencontrer les gens du milieu, tous les acteurs du milieu. Nous, ce qu'on souhaite, c'est un dialogue social. Hein, on peut le dire différemment, donc avoir un grand chantier en éducation. Il y a plusieurs termes, mais ce qu'on veut, là, c'est que tout le monde s'assoie à la même table puis qu'on jase. Parce qu'on a des solutions à apporter. Il y a des choses à changer, mais on doit en discuter. Et ça, là, ça prend du courage politique et j'espère sincèrement que quelqu'un l'aura. Effectivement. Puis Dominique, je te remercie sincèrement de ta présence. Puis je tiens à remercier les gens qui ont été là ce soir. On est toujours en rediffusion. Je vous remercie sincèrement du travail au quotidien que vous faites. Aujourd'hui, c'était un peu plus négatif, mais on a amené notre part de solution. Et on veut, nous aussi, à la Fédération du personnel de soutien scolaire, avoir des gens qui travaillent dans des conditions intéressantes, des conditions où ils vont être bien pour pouvoir travailler, peu importe les 81 classes d'emploi qu'ils font. Et merci de ce que vous faites au quotidien. Mais avant de quitter, nous aurons une grande mobilisation ce samedi, 29 septembre à Montréal. Il faut défendre nos droits syndicaux. Être syndiqué au Québec, là, ce n'est pas une maladie. Au contraire, c'est important et ce gouvernement-là multiplie les projets de loi pour freiner, oui, le mouvement syndical, mais oui, les coupes un peu partout. Donc, l'importance d'y être à cette manifestation-là, c'est quand? C'est samedi le 29 novembre 2025, 13h30. Le rassemblement est à la place du Canada, dans le fond, métro Bonaventure, gare centrale, boulevard René-Lévesque. La marche va se déplacer vers les bureaux du ministre du Travail, Jean Boulet, et celui du ministre François Legault. Soyons-y tout le monde ensemble, ça va être important. Mobilisons-nous et passons un message clair, net et précis à ce gouvernement-là que assez c'est assez, on n'acceptera plus rien de travailler dans toutes ces conditions-là. Merci sincèrement. Merci encore une fois à Dominique. Merci. Bonne fin de soirée à tous. Au plaisir d'une prochaine fois.